Votre invité dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Bertrand Camus, le directeur général de Suez, numéro 2 mondial de la gestion de l'eau et des déchets. Bonjour. Bertrand Camus. Oui, vous m'entendez? Bonjour, comment allez-vous? Très bien, et vous? Très bien, on est en direct, on est sur Boursorama, merci d'être là. Qu'est-ce qu'on retient? Vous avez publié vos comptes, enfin votre chiffre d'affaires notamment sur le premier trimestre, en fin de semaine dernière. Qu'est-ce qu'on retient? Je me suis dit à quoi? On retient la stabilité du chiffre d'affaires avec une marge qui est en recul, ou on se dit, a priori, vous avez dit, le point bas de l'activité et peut-être a été dépassé en Europe. On retient quoi? Alors, d'abord, un premier trimestre relativement solide, puisque en dépit de l'impact du Covid, et je vais revenir dessus, nous sommes en croissance organique de 0,5%. Donc, en fait, la situation varie d'une région à l'autre, comme nous l'avions annoncé au moment de la présentation de nos résultats annuels en février. La Chine a été la première impactée par cette épidémie, avec un très fort ralentissement de l'activité au mois de février, après le Nouvel An chinois, suite aux mesures prises par le gouvernement chinois. Et depuis lors, une remontée lente mais progressive de nos activités. Alors nous, on arrive à le mesurer sur les volumes d'eau, sur les volumes de déchets dangereux que nos installations traitent. Je prends toujours l'exemple de Macao, où au moment le plus bas en février, nous étions à moins 20% par rapport à nos historiques. Et sur les derniers chiffres que nous avons, qui datent de la semaine dernière, nous sommes remontés à moins 5%. C'est plutôt prometteur, Bertrand Camus, c'est plutôt prometteur, non, quand on entend ça comme remontée, non? Comme retour à la normale? Effectivement, c'est le cas pour nous, le cas chinois est intéressant parce que ça a permis quand même de vérifier plusieurs hypothèses. La première, c'est que le confinement, ça marche. Puisque les taux de dissémination du virus sont sous contrôle. Pour vous donner un exemple, nous avons 10 000 collaborateurs en Chine, nous n'avons eu qu'un collaborateur d'hospitalisé et qui en est sorti sain et sauf. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, la reprise économique dépend essentiellement des politiques, des décisions politiques de reprise d'activité. Donc là, il y a une forte volonté de faire redémarrer l'activité dès les premiers jours du mois de mars. Et le troisième sujet, c'est quand même que cette remontée est progressive, puisque il y a quand même pas mal de secteurs d'activité qui, eux, n'ont pas redémarré, je pense au tourisme en particulier. Si on vient sur le cas de l'Europe, alors là, on a une situation un peu différente, parce que dans nos comptes, à la fin du premier trimestre, nous n'avons l'impact que de 15 jours de lockdown, de confinement. Donc c'est ce que se matérialise dans nos chiffres. On pense que notre croissance organique aurait été plutôt de l'ordre de 2 à 2,5 sur le trimestre sans l'impact de l'Europe. Avril va être un mois difficile, puisque c'est là où tout s'est arrêté, tout a freiné, et donc se verra dans les résultats du Q2. Donc les comptes du deuxième trimestre seront moins bons que ceux du premier? Fondamentalement, d'un côté, nous avons le redémarrage de l'Asie, mais on va avoir l'impact complet du confinement en Europe, et comme 2 tiers de notre activité est en Europe, nous allons avoir effectivement l'impact sur le Q2. Mais depuis quelques semaines, encore une fois, sur les indicateurs de volume que nous suivons quotidiennement, on voit une légère reprise. Vous parlez donc de frémissement, c'est le mot que vous avez employé, frémissement, j'ai vu à Reuters, frémissement, mais j'ai envie de dire où? Quels sont les pays où ça frémit et ceux où ça ne frémit pas en Europe? Par exemple, vous avez la France, pour prendre cet exemple, où les premières semaines du confinement ont vu des chutes d'activité très fortes, en particulier dans tout ce qui est ce qu'on appelle le déchet commercial et industriel, donc les déchets produits par les commerces et les industries. Moi, j'ai visité un site 3 semaines après le début du confinement. Les collaborateurs ne recevaient des déchets que des hôpitaux, que des supermarchés et que des stations d'épuration, des stations de traitement d'eau. Donc vous imaginez ce que cela peut donner. Ça a donné une baisse de 65%, c'est ce que vous avez dit, de volume de déchets. Oui. C'est ça, fin mars, début avril. D'une violence rare, mais j'ai envie de dire en même temps, moins de déchets, c'est quand même bon pour la planète, non? C'est une façon de voir les choses, mais enfin, il faut aussi penser à tous les gens qui travaillent et qui vivent de ces activités. Et qui vont devoir maintenant faire face certainement à la question de la crise économique. Donc voilà, donc indépendamment, nous avons maintenu nos services en fonctionnement, même avec des volumes bas. D'ailleurs, j'en profite pour féliciter et remercier les équipes. On a un taux intéressant qui est le nombre de collaborateurs opérationnels. Il s'élevait au niveau mondial à 86% la semaine dernière.
entre ceux qui sont en télétravail et ceux qui sont sur site. Donc ça montre bien que nos activités, indépendamment de la forte contraction de volume, ont continué. C'est tout à fait normal puisque nous fournissons des services essentiels. Le recyclage de l'eau, pour le coup, a été moins à la peine, c'est ça, que les déchets? Là aussi, c'est très, très varié d'une région à l'autre. En fait, les endroits les plus impactés sont ceux qui sont dépendants du tourisme, en fait. Eh oui. C'est ce qu'on a vu, par exemple, au Baléares, pour prendre cet exemple, là où nous sommes opérateurs. C'est ce que l'on constate aussi sur la côte méditerranéenne. Et puis, dans d'autres endroits, on a une baisse de volume quand même liée au fait que les restaurants sont fermés, que les hôtels sont fermés. On parle plutôt de moins 4, moins 5%. Mais vous avez, par exemple, des endroits où, comme les gens sont repartis en vacances, en fait, il y a eu plus de consommation qu'avant. Donc, mais tout compris, on a quand même une contraction de volume de l'ordre de 5-6% en Europe. Sur le frémissement, donc je reviens sur l'Europe. Donc frémissement, donc pays où ça frémit ou ça frémit pas. Donc le frémissement en France, vous disiez, et sinon? En fait, vous avez des pays qui ont vu une peu de baisse d'activité. Je pense à l'Allemagne dans notre portefeuille, qui a très bien résisté à cette période. Pareil pour les Pays-Bas. Le Royaume-Uni a connu une légère décélération, mais absolument pas dans la magnitude de ce que nous avons expérimenté en France. Les pays les plus impactés sont les pays d'Europe du Sud, donc France, Espagne, Italie, dans nos activités. Mais là aussi, on voit un redémarrage progressif de l'activité et donc des volumes pour nos activités. Bon, aux États-Unis, par contre, vous n'êtes pas certain qu'on ait touché un point bas, ce que vous disiez, hein? En fait, c'est une situation déjà où les États-Unis sont rentrés avec 15 jours, 3 semaines de décalage. Donc, on est juste fin avril, début mai, donc c'est un petit peu tôt pour voir l'impact. On a des activités qui n'ont quasiment pas été impactées. Ce sont des activités d'eau régulée. Nous sommes dans la région new-yorkaise. C'est essentiellement de la clientèle municipale et comme les gens sont chez eux, les volumes sont en ligne avec les historiques. Et puis notre activité eau industrielle a très bien résisté au premier trimestre avec un bon carnet de commandes. Mais on se dit que l'impact, ça sera plutôt la crise économique plutôt que la crise sanitaire, aura certainement un impact sur ces activités dans les mois qui viennent. Et encore une fois, aujourd'hui, ça ne se matérialise pas et donc il est par prudence. Nous signalons qu'effectivement, il est trop tôt pour tirer une conclusion sur l'Amérique du Nord. Ouais. Et sur la Chine, vous le disiez, en prenant l'exemple d'ailleurs de Macao, de moins 20, on est passé à moins 5. Le rebond, donc vous dites, il est graduel aussi en Chine. Ma question, au-delà de la Chine, derrière ça, c'est de se dire, mais quand Suez retrouvera son niveau d'activité pré-crise? Je sais que c'est compliqué comme question, hein. C'est assez compliqué parce que il y a effectivement des activités dont on voit un redémarrage plutôt progressif, tout ce qui est tourisme, voyage, et d'ailleurs est-ce que les consommateurs et les citoyens vont changer leur comportement? On peut se poser la question. Donc ça va reprendre du temps. Il y a un autre aspect qui est que nous avons essayé au cours des dernières années à essayer d'être un peu moins dépendants des cycles économiques et des volumes, et donc plus de travailler sur de la valeur que du volume. Donc ceci nous apporte aussi une bonne résilience. Mais si je devais faire un pronostic, je pense que ça va prendre quand même un petit peu de temps. Ça va se compter en mois pour que les niveaux d'activité reviennent à ce que nous avions connu auparavant. Après, donc en mois, mais sur 2020 ou pas sûr? 2020, 2021, je pense. Mais après, vous savez, nous sommes dans des métiers qui sont avec des enjeux formidables. Tout ce que l'on disait avant la pandémie sur les questions de qualité d'eau, de biodiversité, de changement climatique, tous ces défis, tous ces enjeux sont toujours là. Il va falloir s'en occuper. Nous sommes plutôt à promouvoir un redémarrage avec de la croissance verte. Et donc ça devrait plutôt bénéficier à nos métiers, à nos savoir-faire et à nos activités. Ce sera un des enseignements pour vous? Ça sera une des leçons de cette crise? Surtout, certains disent qu'il y a le risque qu'on lève le pied sur la transition écologique au nom de la reprise de la croissance à tout prix. Vous dites attention? Je pense que ça serait une erreur fondamentale. Et c'est au contraire cette crise. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on en a vécu dans les derniers mois. On a eu les incendies en Australie, où nous sommes opérateurs. Il y a eu toute la sécheresse en France, où nous sommes opérateurs. Donc aux États-Unis, avec là aussi des événements climatiques assez importants. Cette fois-ci, c'est la première fois où nous avons une crise qui est au niveau planétaire, où on teste vraiment les limites du système. Donc c'est riche d'enseignements pour nos activités. Mais je pense que ça serait une erreur fondamentale
de ne pas prendre en compte cette expérience pour au contraire accélérer sur la nécessaire transition environnementale. Ouais. En attendant, comme beaucoup de grands groupes, de grandes multinationales, vous avez suspendu vos prévisions, enfin vos objectifs annuels. C'est vraiment trop compliqué, encore une fois, de faire des prévisions sur votre activité. Il y a trop d'incertitudes, même si vous me disiez qu'il faudra plusieurs mois, mais plusieurs mois, ça peut être de 3, 10, 12, 24, pour retrouver une activité normale. Écoutez, on ne sait même pas si les écoles vont rouvrir lundi prochain, mais Non, non, vous avez raison, oui, vous avez raison. c'est difficile de faire des pronostics. Là où on a été capable de le faire, c'est en Chine en fait, parce que quand on a donné un chiffre au moment des résultats fin février, en fait, nous avions l'essentiel de la crise derrière nous, la décision du gouvernement de redémarrer, et on voyait bien que ça se remettait en route. Donc là, nous avons été capables de quantifier, et d'ailleurs le chiffre que nous avions annoncé à l'époque, à 30 à 40 millions d'impact, est un chiffre qui se confirme. Donc voilà, donc nous on ne peut pas faire de la spéculation sur nos chiffres. Je pense que dans les semaines et les mois qui viennent, une fois qu'on aura une vision un peu plus claire de la sortie de crise, à ce moment-là, oui, nous serons en mesure de réactualiser nos prévisions. Mais je pense que là, on est encore trop tôt, en particulier en Europe. Ouais. Bertrand Camus, vous évoquez la 30-40 millions d'impact Covid. Vous commencez à pouvoir bien le chiffrer sur. Vous avez parlé de 2 points de croissance organique, mais je me suis dit, c'est quoi? C'est sur l'année, sur un trimestre, et en euros, ça fait combien? Sur le trimestre. Sur le trimestre. Et donc 2 points de croissance organique, ça fait combien en euros? On a 4 milliards, 4 milliards de chiffre d'affaires en arrondissant, donc on parle de 85 millions. Bon, ok. Vous avez parlé de réduire vos investissements. Vous allez réduire vos investissements de 15% cette année. Je me suis dit, mais tiens, mais vous coupez où? Quels sont les projets d'investissement en France ou à l'étranger qui seront différés ou carrément annulés? En fait, vous avez un des objectifs que nous sommes. Nous avons commencé la crise avec des priorités très très claires en fait, qui étaient d'abord de protéger nos équipes, qui sont fondamentales pour assurer la continuité du service. La seconde priorité, c'était continuité du service. Encore une fois, nos activités sont essentielles. Et puis, troisième priorité, protéger la trésorerie du groupe. Donc, dans les mesures, effectivement, nous avons arrêté beaucoup de dépenses en OPEX, en investissement, qui sont des projets qui sont plus repoussés que abandonnés. Déjà, matériellement, il était impossible d'accéder à certains sites pour pouvoir réaliser ces travaux, donc il y a un décalage relativement automatique. Donc voilà, tout ce qui n'est pas essentiel, nécessaire à la continuité du service, sera revu dans une deuxième étape. Je donne un exemple concret, c'est le nettoyage par exemple des réservoirs d'eau qui se fait une fois par an avant l'été pour préparer la saison estivale. Voilà, c'est des choses qui ne sont pas nécessaires immédiatement, qui peuvent très bien être faites à l'automne, donc c'est le type d'activité que nous repoussons. Donc voilà, donc ça a été le premier souci, et puis après nous avons aussi énormément travaillé à assurer une position forte de trésorerie, de liquidité du groupe. Donc nous avons levé de la dette au cours du mois d'avril, ce qui nous permet d'avoir des liquidités à hauteur de 5,6 milliards d'euros à fin mars, et qui nous assure donc la sécurité nécessaire pour la poursuite de nos activités. Je me rappelle, vous étiez venu, je crois, en fin d'année dernière, au moment du plan stratégique à horizon 2030. Je me suis dit, tiens, mais il est remis en cause ou pas du fait de la crise sanitaire, ou est-ce que vous conservez tous les objectifs que vous êtes fixés? Alors, ce que l'on voit, on a mis une petite équipe à travailler sur comment le plan Est actualisé. Sera impacté par cet événement. Bon, déjà, ce qui est plutôt réconfortant, c'est que l'ensemble des grands choix que nous avons faits sont plutôt confortés par les événements que nous vivons. Ce qui change un peu, c'est le rythme certainement de mise en œuvre. Et on voit sur certains sujets, on peut aller plus vite, notamment sur les sujets de performance. D'autres sujets seront peut-être retardés, mais l'ensemble des objectifs restent les mêmes. Et là, encore une fois, les équipes font un boulot super, puisque non seulement elles arrivent à gérer la continuité opérationnelle des activités, mais elles arrivent aussi à dédier des ressources pour pouvoir continuer à mettre en œuvre le plan, qui est celui de la transformation de Suez par rapport aux enjeux que nous avons identifiés. Ouais. Plan de transformation qui passe aussi, dans ce cadre, par des cessions qui étaient prévues cette année. Session pour, je crois qu'on était en milliards quand même. Est-ce que ça va prendre du retard? Est-ce que ça risque de prendre du retard ces sessions? Est-ce que vous risquez aussi de céder moins cher que prévu? Parce que voilà, les marchés, vous avez vu, on est quand même à moins 25 depuis le début de l'année. Marché action. Sur ce sujet-là, donc nous, tous les processus lancés poursuivent leur chemin, continuent.
Il y avait des travaux préparatoires à faire, donc on profite de la période pour les faire. Ce que l'on voit, c'est que nous avons des actifs de qualité, donc il y a toujours des acheteurs intéressés par des actifs de qualité. Après, il est hors de question pour nous de brader des actifs, donc en fin de processus, nous serons très vigilants au niveau de prix auxquels nous arriverons pour, je dirais, mettre un point final à la négociation. Donc ça, clairement, c'est pris en compte. Mais d'un autre côté, nous avons suffisamment d'optionnalité dans notre liste pour pouvoir avancer des sessions que nous avions prévues en 2021 et ramener vers 2020 pour pouvoir, encore une fois, atteindre les objectifs que nous nous étions fixés. Avec un peu de retard quand même, parce que voilà, il y aura quand même du retard a priori. Enfin, Franchement, il y a certains processus sur lesquels il n'y a absolument aucun retard. Voilà, mais c'est d'autres sujets sur lesquels on peut mais, attirer. mais vous ne vendez pas à tout prix non plus. Je retiens que vous ne vendez pas à tout prix non plus. Absolument pas. Non, on reste sur nos choix qui sont des choix stratégiques et la rotation d'actifs est un élément fondamental du plan, non seulement pour se recréer des marges de manœuvre, mais aussi pouvoir réinvestir dans des secteurs porteurs de croissance, d'activité. Et donc, nous sommes très, très vigilants sur cet aspect parce que ça fait partie de l'équilibre du plan. Bon, on est à une semaine, si tout se passe bien, du début du déconfinement en France. Je crois qu'un tiers de vos salariés, de vos 100 000 salariés, sont en télétravail, c'est ça? Alors pour le coup, je mélange le monde et la France, mais juste, vous savez quel pourcentage va rester en télétravail en France, je pense en France, la semaine prochaine? Alors, il y a toute une stratégie de reprise qui est à l'étude, et plus qu'à l'étude depuis 4-5 semaines. Donc encore une fois, donc, sur nos collaborateurs, c'est à peu près 25% qui sont en télétravail. Alors avec des chiffres, par exemple, en Europe c'est 25%, mais en Amérique du Nord on est à 40%, et en Amérique latine aussi. Donc dans toute la stratégie de reprise, j'ai du mal à appeler ça reprise d'activité parce qu'on ne s'est jamais arrêté, donc de déconfinement, d'abord continuer à appliquer les règles de précaution. Il faut savoir qu'une des façons de gérer le risque a été de diviser les équipes de façon à ce qu'elles ne se croisent pas, notamment sur les sites opérationnels. Donc avoir 3 équipes, 2 qui alternent et une qui est en réserve. Donc ceci devra continuer, ça s'applique même au comité exécutif, nous évitons d'être tous là au même moment, donc on va s'appliquer ces règles. Après vous avez tout ce qui est... Et sur le télétravail, sur les 25% en France qui sont en télétravail, ils vont rester la semaine prochaine la même proportion en télétravail? On a prévu dans la tour du siège de revenir à 20% d'effectifs au mois de mai et 30% au mois de juin. Et après, essayer de favoriser au maximum le télétravail jusqu'à la rentrée. Donc après, ça dépend de décisions individuelles, d'organisation d'équipe. Donc oui, le télétravail sera clairement, continuera à être mis en œuvre partout où cela est possible et où on arrive à fonctionner comme ça. Donc ça. Après, il y a l'ensemble de la stratégie donc de précaution, masque, gel, gestes barrières, distanciation, etc. Recours à des tests aussi, des tests massifs pour détecter ceux qui auraient le virus ou ceux qui l'auraient eu. Je pense que c'est quelque chose que nous devons à l'ensemble de nos collaborateurs qui, encore une fois, ont été présents sur le terrain pendant toute cette période. Et puis après, il y a une question de redémarrage de l'activité, mais sur lesquelles nous sommes très dépendants des décisions de nos clients, de redémarrer leurs propres activités. Et là, moi, je pense qu'on a globalement un rôle fondamental à jouer dans le redémarrage de l'économie. Et nous devons être moteurs dans ce redémarrage. Et donc, nous faisons tout pour que nos équipes puissent redémarrer en sécurité. Bon, je retiens dans ce qu'on s'est dit, on va se quitter là-dessus, Bertrand Camus, qu'il y a, selon vous, un frémissement au niveau de l'activité en Europe? Oui, tout à fait, le frémissement. Ouais. Qui demande confirmation, évidemment. Et vous ne faites pas d'illusions, ça sera très graduel, très lent, très progressif aussi, cette reprise d'activité. Oui, ça paraît évident. Je suis allé visiter un site de déchets dangereux il y a 4 semaines, qui a vu sur Roissy-Charles de Gaulle, vous voyez plus un avion dans le ciel, vous voyez tous les avions parqués, avec l'importance qu'a pris le tourisme, le voyage dans notre économie. On voit bien que tout ça ne va pas redémarrer tout de suite. Donc oui, il y a des secteurs, on parle des restaurants qui restent fermés, donc il y a beaucoup de secteurs qui vont rester au ralenti pendant cette période, donc ça va prendre du temps. Vous avez piloté le groupe depuis chez vous ou depuis la Tour à Défense? Je posais la question à Pierre-André de Chalendar, le président de Saint-Gobain, qui a fait beaucoup de visites sur le terrain, m'a-t-il dit, comme vous, mais qui pilotait ça depuis chez lui.
On a fait plusieurs étapes. Les 15 premiers jours, c'était tout le monde à la maison parce que c'était la règle pour pouvoir en même temps désinfecter les locaux, s'assurer qu'on avait une quarantaine propre, s'assurer que soi-même on n'avait pas attrapé le virus puisqu'on s'était pas mal baladé dans les semaines précédentes, notamment pour les roadshows. Et à partir de là, maintenant, je suis venu régulièrement au bureau et puis une visite de site par semaine en région Île-de-France pour aller voir les équipes, voir comment ça se passait, avoir un contact avec le terrain qui permet de bien visualiser la réalité. Voilà, et donc et là, depuis 3 semaines, je suis tous les jours au bureau. Bon, ok, très bien. Et ben, en tout cas, merci d'avoir été avec nous, hein, Bertrand Camus, directeur général de Suez. À bientôt, merci, au revoir. Merci à vous, à très bientôt.